rendu de la 91e réunion du Conseil des ministres. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a présidé ce vendredi 29 mai 2026 à la Cité de l'Union africaine à Kinshasa la 91e réunion ordinaire du Conseil des ministres de la République. 5 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication du Président de la République, chef de l'État. 2. Point d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil des ministres. 4. Examen et adoption des dossiers. 5. Examen et adoption des textes. 1. Communication du Président de la République. La communication du Président de la République, chef de l'État, a porté sur 4 points principaux, à savoir 1. De la nécessité de mettre en place une task force dédiée à la salubrité et à l'assainissement de la ville de Kinshasa. À la suite de ces récentes descentes effectuées sur certaines artères et infrastructures de la ville de Kinshasa, notamment aux alentours du Grand Marché, le Président de la République a constaté une fois de plus la persistance de l'insalubrité dans notre capitale. Cette situation préoccupante qui affecte gravement l'image de la capitale, la santé publique, l'environnement ainsi que le cadre de vie de nos populations ne peut être tolérée davantage et il est impératif d'empêcher que cette réalité ne s'installe durablement dans les habitudes collectives des Kinois au point d'être perçue comme une normalité. Face aux limites persistantes des mécanismes actuels, marqués notamment par l'insuffisance d'anticipation et de coordination, les lenteurs opérationnelles et les déficits de discipline dans l'exécution des missions, le Président de la République a jugé indispensable une approche plus rigoureuse, structurée et résolument opérationnelle. Celle-ci, a-t-il souligné, devra reposer sur les principes de discipline paramilitaire, de responsabilité collective, du résultat, ainsi que sur une meilleure coordination des interventions en vue de garantir une efficacité accrue dans l'action et une réponse adaptée aux exigences du terrain. Dans cette perspective, il a décidé de mettre en place une task force pluridisciplinaire dédiée à la salubrité et à l'assainissement de la ville de Kinshasa, placée sous son autorité directe et pilotée par le lieutenant-général Kasongo Kabwik Jean-Pierre, commandant du service national. Outre les experts du service national et de son cabinet, cette task force sera composée des experts désignés par les ministères ayant en charge l'intérieur, la défense nationale, l'urbanisme et habitat, la santé publique, l'environnement, les infrastructures et travaux publics, ainsi que l'hôtel de ville de Kinshasa. Cette task force aura notamment pour mission d'élaborer et coordonner un plan spécial et permanent de salubrité et d'assainissement de la ville de Kinshasa, d'assurer l'identification, le traitement et le suivi des points critiques d'insalubrité, de proposer et appliquer des mesures contraignantes des disciplines urbaines et de civisme environnemental, de coordonner les opérations des terrains, de veiller à la sensibilisation des populations ainsi qu'à l'application stricte des mesures arrêtées. Les membres du gouvernement concernés seront saisis par le directeur de cabinet du président de la République pour les diligences requises. Dans les jours qui suivent, le président de la République a convoqué une réunion de cadrage de cette task force en vue de lancement effectif, du suivi de l'exécution des différents accords signés par la République démocratique du Congo. Dans le souci constant d'accroître le développement économique et social de notre pays à travers une coopération internationale dynamique et mutuellement bénéfique, le gouvernement de la République a conclu, au fil des années, plusieurs accords internationaux, tant bilatéraux que multilatéraux, dans divers secteurs stratégiques, notamment les infrastructures, l'énergie, les mines, le commerce, l'agriculture, la santé, l'éducation, le numérique, ainsi que les investissements. Toutefois, afin de capitaliser pleinement les retombées attendues des partenariats sur les conditions de vie des Congolais,
et des Congolaises, le président de la République tient à l'impératif d'assurer un suivi rigoureux de la mise en œuvre effective des engagements souscrits par notre pays. À cet égard, il a rappelé les orientations qu'il avait formulées lors de la 70e réunion du Conseil des ministres du 12 décembre 2025 relative au suivi et à l'exécution des accords stratégiques conclus avec les différents partenaires de la République. Dès lors, la Première ministre a été engagée à procéder à un état des lieux exhaustif de l'ensemble des accords signés par le gouvernement dans les différents secteurs. À cet effet, tous les membres du gouvernement sont tenus de transmettre, chacun en ce qui le concerne, la situation complète des accords relevant de leurs secteurs respectifs, notamment ceux en cours d'exécution ainsi que ceux non encore exécutés. Il devra en résulter l'élaboration d'une matrice consolidée, dynamique et régulièrement actualisée, constituant un véritable instrument stratégique de pilotage, d'évaluation et d'aide à la décision pour le gouvernement, reprenant notamment les objectifs poursuivis ainsi que les gains politiques, économiques, sociaux, diplomatiques ou stratégiques escomptés pour le pays. Le niveau réel d'exécution de chaque accord assorti d'indicateurs précis de suivi. Les contraintes, difficultés ou blocages institutionnels, techniques, financiers, administratifs ou juridiques rencontrés. Les mesures correctives, diligences attendues et recommandations opérationnelles préconisées en vue d'assurer une mise en œuvre complète, cohérente et diligente des engagements souscrits par la République. Au-delà de sa portée technique, le président de la République a précisé que cette matrice devra servir de cadre de référence pour le suivi et évaluation de l'ensemble des engagements internationaux du pays en permettant au gouvernement de disposer d'une visibilité claire sur l'état des accords conclus, d'identifier les responsabilités sectorielles, de renforcer la coordination interministérielle et d'anticiper les contraintes susceptibles d'en compromettre l'exécution. Elle devra également favoriser une meilleure redevabilité des administrations concernées ainsi qu'une appréciation objective des retombées concrètes des partenariats conclus par la République. Le président de la République a dès lors appelé les gouvernements à une mobilisation particulière, soutenue et responsable afin que les engagements internationaux de la République ne demeurent pas des simples instruments déclaratoires ou diplomatiques, mais se traduisent effectivement par des résultats concrets, visibles et durables, capables d'impacter positivement les conditions de vie de nos populations, de soutenir la transformation structurelle de notre économie et de renforcer le rayonnement de la République démocratique du Congo sur la scène internationale. Cette matrice est attendue dans un délai de 30 jours. 3. De l'opérationnalisation du cadre de coordination et d'orientation de l'aide au développement. Le président de la République a attiré l'attention du gouvernement sur la question stratégique de la coordination de l'aide au développement et de la gestion de ressources extérieures mobilisées en faveur de notre pays. Depuis plus de 2 décennies, la République démocratique du Congo bénéficie d'un appui important de ses partenaires techniques et financiers. Les estimations disponibles indiquent qu'entre 2003 et 2022, près de 60 milliards de dollars américains ont été mobilisés sous diverses formes d'aide au développement, d'assistance humanitaire et de coopération internationale. Si ces ressources ont permis de soutenir plusieurs secteurs de la vie nationale, il demeure néanmoins indispensable d'évaluer avec lucidité leur impact réel au regard des attentes de notre population et des ambitions de transformation que porte la République. Cette réflexion met en évidence une exigence essentielle, celle du leadership de l'État dans la définition des priorités, de coordination des interventions et le suivi des ressources extérieures. En effet, les partenaires techniques et financiers interagissent aujourd'hui avec plusieurs centres institutionnels de décision
situation qui ne favorise ni la cohérence de l'action gouvernementale, ni l'expression d'une position unifiée de l'État sur ses priorités stratégiques. Or, les partenaires au développement ont vocation à accompagner les priorités définies par la République et non se substituer à la vision nationale du développement portée par le gouvernement. C'est dans cette perspective qu'a été élaboré le projet de décret portant création, organisation et fonctionnement du cadre de coordination et d'orientation de l'aide au développement placé sous l'autorité de la Première ministre. Le président de la République a noté toutefois que malgré la validation de ces textes au niveau des instances compétentes, certaines divergences subsistent encore quant à sa finalisation. Il a tenu à rappeler que cette réforme ne vise ni à la création d'une structure supplémentaire, ni le transfert des prérogatives d'une institution à une autre. Elle a pour objectif de doter l'État d'un mécanisme efficace de coordination garantissant une meilleure cohérence de l'action gouvernementale, une meilleure traçabilité des ressources extérieures, ainsi qu'un alignement accru des interventions des partenaires sur les priorités nationales. Dans le contexte actuel de transformation économique, de modernisation des infrastructures, d'amélioration des services publics et de consolidation de la paix, le président de la République a précisé que notre pays ne peut plus se permettre une gestion fragmentée de l'aide extérieure. Dès lors, il a instruit la Première ministre de diligenter une évaluation complète de l'état d'avancement de ce dossier, contraintes éventuelles qui en retardent l'aboutissement ainsi que des mesures nécessaires à l'opérationnalisation effective du cadre de coordination et d'orientation de l'aide au développement en vue de finaliser le processus. À lui de marteler, la souveraineté de notre pays s'exprime également à travers sa capacité à orienter les ressources extérieures vers ses propres priorités et à assurer pleinement le leadership de son agenda de développement. Un rapport est attendu à ce sujet dans un délai de 15 jours. De la tenue de la justice suprême, le président de la République a instauré de manière constante et régulière la tenue hebdomadaire des réunions du Conseil des ministres, hormis les jours fériés, afin d'assurer un traitement plus fluide et soutenu en œuvre des engagements pris devant la nation à travers le programme d'action du gouvernement. Toutefois, dans le souci de permettre au gouvernement d'accélérer l'exécution des décisions déjà arrêtées et de répondre avec davantage d'efficacité aux préoccupations de nos compatriotes sur l'ensemble du territoire national, il a décidé que, jusqu'à nouvel ordre, les réunions du Conseil des ministres se tiendront désormais 2 fois par mois. Nouvelle configuration, précisé le président de la République, doit conduire chaque membre du gouvernement à faire preuve de davantage de diligence, de responsabilité et d'efficacité dans l'exécution des orientations et des décisions prises sous son autorité. Par ailleurs, il a annoncé qu'un mécanisme renforcé de suivi et d'évaluation sera mis en place afin de lui permettre d'apprécier régulièrement l'état d'exécution des actions gouvernementales ainsi que les résultats attendus dans chaque secteur. De l'Organisation africaine des droits de l'homme et des peuples et du Conseil des droits de l'homme en République démocratique du Congo. Suite à la résolution 643 de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, adoptée en octobre 2025, qui condamne fermement les violations massives des droits humains et des crimes internationaux, notamment le génocide en RDC, elle a exprimé sa satisfaction quant au bon déroulement de la mission de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples actuellement en séjour en République démocratique du Congo du 25 mai au 2 juin 2026.
Cette visite s'inscrit, conformément à l'article 45 de la Charte africaine des droits de l'homme et du peuple, dans le cadre des efforts continus visant à promouvoir et à protéger les droits de l'homme sur le continent africain, notamment à travers des recherches, des études et des visites dans les États parties. Par ailleurs, la Première ministre a rappelé que la résolution A-HRC-RES-S-37-1 adoptée en février 2025 par le Conseil des droits de l'homme dénonce les graves violations commises dans l'Est de la République démocratique du Congo, particulièrement dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu. Cette résolution exige la cessation immédiate des hostilités du groupe M23, le retrait du soutien rwandais et prévoit la mise en place, puisque ces experts arriveront en République démocratique du Congo par Kinshasa le 7 juin 2026. En outre, la commission d'enquête poursuivra sa mission à Goma après une semaine de le ministre favorable. Il lui revient également de prendre toutes les dispositions nécessaires pour faciliter cette visite et accompagner la mission dans ses rencontres avec les autorités, comme celles-ci l'ont exprimé, dans la mesure où cette enquête contribuera à l'élaboration d'un rapport objectif, impartial et fondé sur vérifié concernant les atrocités infligées à la population par les agresseurs. Par ailleurs, la Première ministre a demandé au vice-premier ministre, ministre du Budget, ainsi qu'au ministre des Finances de veiller, chacun en ce qui le concerne, à la disponibilité des ressources opérationnelles nécessaires à nos équipes. Point d'information. État et administration du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, des Affaires coutumières, a présenté au Conseil le rapport sur l'État et l'administration du territoire national. Au cours de la semaine qui s'achève, l'état d'esprit de la population a été marqué notamment par des commentaires et réactions de la population après la ronde effectuée par le chef de l'État sur différents sites en construction dans la capitale, notamment le grand marché de Kinshasa, communément appelé Zando. Sur le plan politique, le point a été fait sur la résolution pacifique effective de la crise interinstitutionnelle dans la province du Sud Kivu, mais aussi le processus en cours pouvant aboutir à une conclusion pouvant mettre fin à la crise qui secoue l'Assemblée provinciale du Congo central. Dans le chapitre du banditisme et de la criminalité, il a évoqué la poursuite de l'opération Ndobo à travers les principales villes et autres agglomérations. À Kinshasa, il a été interpellé 48 présumés criminels, parmi lesquels un présumé fournisseur d'armes impliqué dans plusieurs cas d'homicide au quartier 13 dans la commune de Ndjili. Les suspects ont été présentés au bourgmestre de la commune avec plusieurs objets saisis lors des interventions, notamment des armes blanches, des stupéfiants, des machettes, des grenades, des effets militaires ainsi que des biens volés récupérés au cours de l'opération. Par ailleurs, il a été présenté devant la justice plus de 13 prévenus interpellés dans le cambriolage de l'église catholique Saint-Théophile dans la commune de Kimbantseke. 7 ont été condamnés à 20 ans de servitude pénale et pour les 20 interpellés dans le cambriolage de l'église protestante dans le même coin, la justice organise leur comparution dans les tout prochains jours. Il a terminé son rapport en faisant le point sur la situation aux frontières. Le Conseil a pris acte de ce rapport. Situation sécuritaire. Pour sa part, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, a brossé la situation opérationnelle et sécuritaire en revenant spécifiquement sur les détails concernant les provinces du Nord Kivu,
du Sud Kivu et de l'Ituri. Il a rassuré que nos forces armées font systématiquement échec aux attaques de la coalition RDF, AFC, M23 dans le Nord Kivu et le Sud Kivu au point de réduire sa capacité de nuisance dans les territoires de Walikale et Masisi aux environs de la cité minière de Rubaya. Face à la puissance de feu des FARDC, l'ennemi a abandonné plusieurs armes collectives et munitions. Le point a également été fait sur la poursuite des opérations militaires contre les terroristes ADF, ISCAP, permettant le retour progressif de la population civile dans quelques chefferies. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant a conclu son rapport en réitérant la détermination de nos forces armées à protéger nos compatriotes et à défendre la patrie contre l'ennemi. Le Conseil a pris acte de ce rapport. Évaluation de la situation humanitaire. La ministre d'État, ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale a fait le point de la situation humanitaire en République démocratique du Congo pour la période allant du 17 au 24 mai 2026. À cet effet, cette semaine a été marquée par des mouvements des populations fuyant l'insécurité dans les territoires de Mambasa en Ituri, de Fizi et Kalehe dans le sud Kivu et de Masisi dans le nord Kivu. À cela s'ajoutent des fortes pluies diluviennes survenues le 19 mai 2026 dans la ville de Kikwit et ses environs, causant la mort de 3 compatriotes et de 700 maisons endommagées, représentant 4200 sinistrés. La situation des réfugiés congolais se trouvant au Burundi et en Tanzanie a été également examinée. Le Conseil a été informé de la réception de la part du gouvernement de la République arabe d'Égypte le 28 mai 2026 de la première cargaison d'aide humanitaire de 2450 kg composée des médicaments antiviraux. La deuxième cargaison de 7839 kg composée de vivres et des médicaments arrivera le mardi 2 juin 2026. Ils seront acheminés à Bunia, dans la province de l'Ituri. Le Conseil a pris acte de ce rapport. Situation épidémiologique. Au nom du ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale en mission, le ministre de la Pêche et Élevage a commencé par présenter les points saillants de la situation de la 17e épidémie de la maladie à virus Ebola. Depuis le début de l'épidémie jusqu'au 28 mai, le cumul est de 906 cas suspects, dont 125 confirmés et 223 décès suspects, dont 17 décès des cas confirmés, soit une létalité globale de 24,6% et une létalité parmi les confirmés de 13,6%. Le taux d'occupation des lits chez les suspects est de 70,1% et chez les confirmés est de 8,7%. Il a été fait mention de la guérison et de la sortie du premier cas atteint de la maladie à virus Ebola ce 27 mai 2026 au centre de traitement Ebola, CTE, de l'hôpital général de Rwampara. Et les actions de riposte se poursuivent afin d'endiguer cette épidémie. Pour la même journée du 27 mai 2026, 118 alertes ont été remontées, 98 ont été investiguées, 51 ont été validées, desquelles 35 ont été prélevées. Au total, 13 zones de santé sont touchées dans les provinces de l'Ituri, du Nord Kivu et du Sud Kivu. Le Conseil a été informé de la mission gouvernementale composée des ministres de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, ainsi que de la communication et médias qui séjournent depuis ce jeudi 28 mai 2026 à Bunia en Ituri à la suite des résolutions issues de la réunion sectorielle présidée la veille par le président de la République consacrée à l'évaluation
Ebola. Cette mission a pour objectif de renforcer les actions de riposte sur le terrain, d'évaluer l'état d'avancement des travaux d'installation des dispositifs de prévention sanitaire à l'aéroport de Bunia en vue de sa réouverture, ainsi que d'intensifier la communication communautaire et les actes de sensibilisation de la population. Il est complété par la ministre supérieure et universitaire, recherche scientifique et innovation sur l'appropriation d'un plan national multisectoriel de riposte ciblé contre la maladie à virus en milieu scolaire, universitaire et académique qui a été élaboré conjointement avec le ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté ainsi que le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale. L'objectif est de protéger les communautés éducatives et de prévenir la propagation de la maladie tout en assurant la continuité des activités d'enseignement et de recherche. Ce plan est aligné sur le plan global de riposte élaboré par l'Institut national de santé publique. Au sujet du choléra, la tendance observée à la 20e semaine a été marquée par la poursuite de la diminution du nombre des cas, passant de 847 à 840. Toutefois, 6 décès ont été déplorés, portant la létalité à 0,8%. Le nombre de cas est en dessous de la barre de 1000 cas pour 3 semaines consécutives. Les actions de riposte ont été passées en revue. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. Note d'information relevant du secteur des sports et loisirs. Intervenant au nom du ministre des Sports et Loisirs en mission, la ministre de la Culture, Arts et Patrimoine a informé le Conseil de la bonne évolution de la préparation de notre équipe nationale, les Léopards A, messieurs, pour la Coupe du Monde FIFA 2026. En phase décisive, nos fauves et leurs membres du staff technique sont présentement en Belgique, à Liège, où ils ont installé leur quartier général. Poursuivant sereinement leurs préparatifs, ils auront une opposition interne dans une configuration des matchs amicaux officiels le 31 mai prochain, avant la publication de la liste finale. 2 matchs amicaux sont maintenus le 3 juin contre le Danemark à Liège, en Belgique, et le 9 juin contre le Chili à Marbella, en Espagne. Face à la prise des mesures de prévention de la maladie à virus Ebola par le gouvernement canadien et mexicain qui ont emboîté les pas aux États-Unis d'Amérique, le ministère des Sports et la Fédération congolaise de football, FECOFA, poursuivent des échanges permanents avec la FIFA de manière à convaincre les autorités gouvernementales des pays organisateurs sur l'absence de tout risque de développement de la maladie au sein de la bulle sanitaire appliquée autour de l'équipe nationale. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. Note d'information relevant du secteur du plan. Au nom du ministre d'État, ministre du Plan et Coordination de l'aide au développement en mission, le ministre d'État, ministre de la Formation professionnelle, a présenté une note d'information à 2 volets. 1. Organisation de la conférence de programmation des investissements publics, exercice 2027, et mission d'harmonisation entre le pouvoir central et les provinces du 1er au 12 juin 2026, avec une séance de clôture le 15 juin 2026. Le ministère du Plan et de la Coordination de l'aide au développement a indiqué que la conférence de programmation des investissements publics, exercice 2027, et les missions d'harmonisation entre le pouvoir central et les provinces sont des instruments stratégiques de discipline budgétaire, de priorisation des investissements publics et d'amélioration de la qualité de la dépense publique. Elle représente également un levier essentiel de la cohérence entre les politiques sectorielles, les priorités nationales de développement et les contraintes macroéconomiques et budgétaires.
Il a sollicité du Conseil des ministres l'instruction aux ministères sectoriels, provinces et ETD de ne proposer que des projets structurants susceptibles de mener la République démocratique du Congo à son développement et ainsi participer activement au processus de programmation. 2. Réforme du cadre normatif de la gouvernance démographique en République démocratique du Congo. À ce sujet, il a motivé cette réforme par la nécessité de mettre fin à l'obsolescence institutionnelle et juridique du Comité national de la population, CONAPO, de pallier à l'inadéquation entre les attributions gouvernementales, de combler les faiblesses organisationnelles et fonctionnelles et résoudre le problème d'inadaptation du processus du dispositif territorial. Ainsi, cette actualisation devra permettre la modernisation du cadre institutionnel du CONAPO, le renforcement de la coordination intersectorielle et le repositionnement du CONAPO comme outil d'aide à la décision publique. L'accompagnement du gouvernement pour la mise en œuvre de cette réforme a été sollicité afin de promouvoir une meilleure coordination des politiques, des populations et de développement. Le Conseil a pris acte de ce rapport. Note d'information relevant du secteur de l'entrepreneuriat. Le ministre de l'Entrepreneuriat et du Développement des petites et moyennes entreprises a informé le Conseil du lancement officiel du programme VUNGA, un mécanisme de soutien alternatif au profit des sous-traitants congolais impliquant des partenaires publics, ARSP et le FOGEC, financiers, prêteurs aux banques et techniques, garants, reçus. Ce programme VUNGA vise à créer un écosystème durable des PME locales, dynamiques et capables de répondre aux exigences des entreprises principales, renforcer la classe moyenne entrepreneuriale congolaise, générer des emplois directs et indirects à travers la structuration de la chaîne des valeurs locales, offrir un modèle de financement innovant adapté aux réalités du marché congolais. Il s'inscrit dans une perspective d'apporter une réponse concrète et structurée aux défis identifiés et mettra en place un partenariat avec les 4 institutions majeures précitées qui auront des assignations spécifiques pour chacune, le tout convergeant vers un but commun, en l'occurrence la facilitation du financement des entrepreneurs sous-traitants. En somme, ce programme ciblant les secteurs des mines, télécoms, brassicoles, grande distribution et génie civil débouchera sur le financement de 2800 entrepreneurs sous-traitants avec à la clé 80 000 emplois directs et 400 000 emplois indirects créés selon les estimations des experts. Autant que CONAPAS, le ministre de l'Entrepreneuriat et du Développement des petites et moyennes entreprises a annoncé que VUNGA sera lancé officiellement aussi le 30 juin 2026 dans le cadre du lancement solennel du programme présidentiel pour l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes dénommé Debout Jeunes Congolais, dont il constitue l'un des sous-programmes. Le Conseil a pris acte de ce rapport. 2. Approbation d'un relevé des décisions. Les membres du Conseil ont approuvé le relevé des décisions prises lors de la 90e réunion ordinaire du Conseil des ministres du vendredi 22 mai 2026. 4. Examen et adoption de 2 dossiers. Dossier relevant du secteur de l'environnement. La ministre de l'Environnement, Développement durable et nouvelle économie du climat a soumis au Conseil pour examen et adoption la stratégie nationale de valorisation, certification et monétisation des ressources forestières de la République démocratique du Congo. Cette stratégie, qui place son ministère au cœur de la restructuration économique et sociale de la République démocratique du Congo, renforce la souveraineté financière, environnementale et économique grâce
à une architecture de standards internationaux crédibles permettant d'évaluer les résultats à chaque étape franchie. Elle repose sur 3 piliers, à savoir 1. Construire un dispositif RMV progressif et cumulatif, valorisation, certification et monétisation des ressources forestières. 2. Construire un registre carbone souverain, fiable et crédible. 3. Mettre en place un mécanisme de financement innovant et adapté au contexte local. Cette stratégie est fondée sur une vision de souveraineté, de rigueur financière et d'innovation institutionnelle, avec pour objectif général de repositionner la RDC comme puissance forestière et environnementale mondiale, à l'instar du Brésil et de l'Indonésie. Les rôles des institutions nationales impliquées dans la mise en œuvre de la stratégie sont également bien définis et la stratégie prévoit la mise en place d'un comité de pilotage pour assurer une bonne gouvernance de cette initiative innovante et structurante. Après débat et délibération, le Conseil a adopté ce dossier. Dossier relevant du secteur des mines. Le ministre des Mines a, pour sa part, soumis au Conseil pour examen et approbation le dossier relatif au projet de création de la société ADEX RDC SA. Il s'agit d'une société commune dont le capital est détenu à part égale par le FOMIN 50% et ADEX Plateforme AG 50% dans le cadre d'un partenariat stratégique pour notre pays visant à moderniser et à valoriser durablement son secteur diamantaire. Cette initiative tient compte de l'expertise avérée du partenaire dans le secteur du diamant, tant qu'il est un consortium composé des membres siégeant dans le Conseil mondial du diamant, dont l'un d'eux est l'actuel vice-président du Conseil mondial du diamant. Le ministre des Mines a passé en revue les détails du business plan et de ce projet, ainsi que ses avantages stratégiques. En ce qui concerne la valeur ajoutée locale, il a indiqué qu'en internalisant la transformation, taille, polissage et la commercialisation internationale, la RDC conserve une part significative plus importante de la valeur ajoutée de ces diamants et pierres de couleur de provenance artisanale dont l'exploitation datant de 1936 pourrait se poursuivre pour au moins les 50 ans à venir, selon les estimations du CEC. Au sujet de la fiscalité, le Trésor public pourrait générer d'importants revenus au cours des 5 premières années. Quant à l'impact socio-économique, il a précisé que le modèle prévoit environ 30 à 40 emplois locaux directs au sein d'ADEX RDC SA, avec un transfert de technologies de pointe et des compétences depuis la Suisse, posant les bases des nouvelles filières aval, joaillerie, or, autres secteurs et à forte valeur ajoutée, et 120 à 150 emplois indirects. Après débat et délibération, ce dossier a été adopté. Examen et adoption de 3 textes. 1. Projet de texte relevant du secteur de l'environnement. La ministre de l'Environnement, Développement durable et Nouvelle Économie du Climat a soumis au Conseil pour examen et adoption le projet de décret fixant les mesures incitatives dans le domaine de la collecte, du recyclage et de la transformation des déchets plastiques. Ce texte élaboré conjointement avec le ministre des Finances vise à définir et encadrer les incitations fiscales en faveur du recyclage des déchets plastiques, à instaurer une commission interministérielle de suivi et à limiter la durée des avantages à 24 mois renouvelables après évaluation. Il prend en compte les réajustements substantiels issus des réunions d'harmonisation, notamment en ce qui concerne l'adaptation du cadre réglementaire aux exigences actuelles, la clarification des compétences des organes concernés
l'optimisation des procédures de mise en œuvre et le renforcement des dispositifs de suivi et d'évaluation et la révision des procédures opérationnelles. L'objectif final est de promouvoir l'économie circulaire, de soutenir l'industrialisation nationale et de réduire les impacts environnementaux liés aux déchets plastiques. Après débat et délibération, ce projet de décret a été adopté. Projet de texte relevant du secteur de l'économie du numérique. Le ministre de l'économie numérique a soumis au Conseil pour examen et adoption le projet de décret portant création, organisation et fonctionnement du guichet numérique de la République démocratique du Congo. Il s'agit d'un service public à caractère technique et économique placé sous l'autorité du ministre ayant le numérique dans ses attributions. Il aura pour mission principale d'assurer la mise en œuvre opérationnelle du système intégré des services publics numériques de l'État. La mise en place du guichet numérique constitue ainsi une avancée structurante pour l'action gouvernementale. Elle permettra notamment de doter l'État d'un point d'accès unifié, sécurisé et interopérable aux services publics numériques et d'améliorer ainsi l'accessibilité, la transparence et l'efficacité des services publics pour les citoyens et les entreprises. Il convient également de rappeler que le concept du guichet numérique s'inscrit dans la continuité des initiatives de transformation numérique déjà engagées par le gouvernement et présentées dans le cadre des projets structurants relatifs à l'écosystème e-gouvernement et e-administration. Après débat et délibération, le Conseil a adopté ce projet de décret. Projet de décret relevant du ministère des Mines. Le ministre des Mines a soumis au Conseil pour examen et adoption le projet de décret complétant le décret numéro 18/042 du 24 novembre 2018 portant déclaration du cobalt, du germanium et de la colombo-tantalite, coltan, comme des substances minérales stratégiques. Ce texte tient compte de l'évolution des marchés internationaux, des matières premières critiques et l'importance croissante de plusieurs substances minérales, tant pour les filières stratégiques que pour les technologies émergentes et le secteur de l'énergie nucléaire. Il étend la liste des substances minérales stratégiques au regard de leurs applications en y intégrant le tantal, le niobium, le tungstène, le lithium, l'uranium et les terres rares. L'objectif est de permettre à notre pays de tirer profit du caractère critique et géostratégique que revêtent ces ressources minérales dont regorge son sous-sol. Après débat et délibération, ce projet de décret a été adopté. Commencé à 15h, la réunion du Conseil des ministres a pris fin à 18h10. Je vous remercie. Merci à tous de nous avoir suivis. Aimez et abonnez-vous massivement à notre chaîne YouTube Tribeca Media. Au revoir et à la prochaine.